Extrêmement ravi d'être parmi vous. Un peu partout en Afrique, cet événement nous tient particulièrement à cœur. Moi-même étant originaire d'Algérie, en Afrique du Nord. Donc on dit la plus grande web conférence sur le cloud de l'Afrique de l'Ouest, on l'espère, à travers toute l'Afrique dans quelques années. En tout cas, c'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous. Effectivement, comme le soulignait Souleymane, je vais vous parler aujourd'hui des défis, on va dire, de la sécurité avec l'avènement de l'IA générative. Donc moi-même, je suis Jamel Bourakba, donc je suis Solution Architect chez AWS depuis à peu près maintenant 5 ans. J'ai rejoint AWS à Paris pendant 2 ans et puis après, je suis passé et maintenant basé à Dubaï depuis où je vous parle, depuis maintenant 3 ans, dans le cadre du lancement de la région. Et puis après, j'ai continué dans ce rôle. Donc, en termes d'agenda, on va commencer par une petite brève introduction, histoire de mettre un petit peu le contexte de notre session aujourd'hui. Et puis, on va voir un petit peu les liens, entre guillemets, l'impact de la sécurité avec l'avènement de l'IA générative. Et puis, en troisième lieu, on va explorer cela, on va dire, à travers des cas d'usage pratiques et des cas d'usage pour lesquels, dans la sécurité, pour laquelle l'IA générative peut avoir un impact d'une manière ou d'une autre. Et puis enfin, je vous laisserai avec quelques ressources, éventuellement pour aller plus loin. On a 30 minutes, certes, mais en 30 minutes, il serait un peu délicat de pouvoir tout explorer en profondeur. Donc, je vous laisserai avec quelques ressources. Mon contact, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas aussi de me contacter à travers les réseaux, notamment LinkedIn. Si je peux aider d'une manière ou d'une autre, ça sera avec grand plaisir. Donc, sans plus attendre, on va aller un petit peu dans le vif du sujet et on va démarrer par la partie introduction en parlant d'IA générative. Et quand on va parler d'IA générative, eh bien, vous m'entendrez beaucoup parler en fait de Foundation Model ou de donc d'IFM ou de LLM, dit Large Language Model. En fait, cela va référencer en fait les modèles sous-jacents qui eux vont permettre de créer les cas autour de l'IA générative ce qu'il représente aujourd'hui en termes de potentiel est incroyablement passionnant. Aujourd'hui, on n'en est qu'au premier jour, bien que ChatGPT, je suis sûr que tout le monde en a déjà, en tout cas la plupart d'entre vous en ont peut-être déjà entendu parler, et était vraiment la première expérience en termes de IA générative grand public à capter l'attention des clients. Et la plupart des gens qui étudient l'IA générative ont très rapidement compris que plusieurs entreprises travaillent sur ces FM depuis des années et qu'il existe plusieurs en fait donc FM Foundational Model ou algorithmes différents, chacun avec ses forces, chacun avec ses caractéristiques qui vont être uniques. Donc aujourd'hui, vous allez avoir par exemple les Foundational Models qui sont proposés par Amazon en tant que tel, donc tel que Amazon Titan, vous pouvez avoir Claude, d'Anthropic, vous pouvez avoir Cohere, vous pouvez avoir donc différents foundational models qui sont disponibles sur le marché avec, comme je le disais, des caractéristiques, des forces et des faiblesses. Et comme nous l'avons constaté en fait au fil des ans avec les technologies en rapide évolution et notamment dans le domaine du ML en général, eh bien les choses évoluent extrêmement rapidement. Et on s'attend à voir émerger de nouvelles architectures dans l'avenir et très rapidement. Quand on parle d'avenir, c'est vraiment d'avenir très proche, car cette diversité de foundational model ou de large language model va déclencher vraisemblablement une vague d'innovation qui devrait mieux stimuler la créativité, que ce soit à travers de nouveaux contenus, que ce soit à travers des nouvelles idées, des conversations type chatbot, des histoires, des images, des vidéos, de la musique même. Bref, vous nommez et puis vous trouverez le cas d'usage. Et notamment un impact au niveau de la productivité. Donc ça, on le voit déjà au niveau d'AWS à travers par exemple le service Amazon Code Whisperer qui est un petit peu l'assistant on va dire du développeur qui va lui permettre de générer du code, générer des cas de tests automatiques, de pouvoir commenter ou générer la documentation liée à du code de manière automatique, voire même qui va permettre
en lisant du code, de donner l'interprétation humaine de ce que fait ce code-là. Cela peut paraître anecdotique, mais en fait, c'est très intéressant et très, très puissant. Bah, pensez notamment à des applications un peu legacy qui datent de très très longtemps et pour lesquelles bah, on souhaite un petit peu avoir une modernisation, eh bien, il est d'abord au préalable important de comprendre ce que fait ce code-là de manière à pouvoir le moderniser. Eh bien, c'est là un cas d'usage très intéressant et très puissant, comme je le disais. Il est aussi important de noter que au cœur de l'IA générative, en fait, on va exploiter les dernières avancées de machine. Ce n'est pas magie, c'est une évolution naturelle et une évolution la plus récente d'une technologie en constante évolution et qui est là depuis des années. Donc, si on pense même au père de l'intelligence artificielle, le perceptron, eh bien, cela date même des années 80 où on a commencé à étudier justement comment on pouvait reproduire les interactions, les stimulations neuronales de manière à créer de l'intelligence dans les machines. Ce qui rend néanmoins ces foundation models, ces FM un peu spéciaux, c'est qu'ils peuvent accomplir tellement plus de tâches parce qu'ils vont contenir un si grand nombre de paramètres qui vont les rendre capables d'apprendre des concepts pardon, assez complexes. Et grâce à l'exposition et grâce à la démocratisation de la donnée autour de nous, que ce soit au niveau des entreprises, mais notamment sur Internet, grâce à cette démocratisation, donc on va pouvoir soumettre à ces modèles un large corpus de données pour qu'ils puissent faire leur apprentissage. Donc tout à l'échelle de l'Internet. Et les foundation models vont apprendre à appliquer ces connaissances dans un large éventail de contextes. Ça peut être très bien de dire, bah, tiens, je vais te fournir un corpus de texte et je veux que tu m'extrais éventuellement le sentiment prédominant de ce corpus-là. Ça peut être éventuellement la génération d'images en disant, génère-moi une image qui va représenter Jamel en mode Superman, et ainsi de suite. Donc, les cas d'usage sont extrêmement larges et l'éventail couvert, il est extrêmement large. Et bien que les capacités et les possibilités qui résultent de ces modèles préentraînés soient étonnantes et assez révolutionnaires, les clients, en fait, sont vraiment enthousiasmés quand ils peuvent prendre ces modèles génériques, les personnaliser afin de pouvoir remplir des fonctions qui sont bien spécifiques à leur domaine métier. Ce que cherchent les entreprises, c'est non pas l'usage général, mais bien un usage dans le cadre de leur métier, dans le cadre de leur business, afin de pouvoir automatiser, améliorer, augmenter des processus qui sont déjà existants. Et cela en n'utilisant qu'une petite fraction des données et des ressources de calcul pour pouvoir réentraîner le modèle sans nécessairement avoir à investir dans l'entraînement qui, lui, et par contre, peut être assez coûteux d'un modèle en entier. Donc l'idée, c'est de pouvoir prendre un modèle générique, pouvoir l'entraîner avec des données spécifiques et de manière à pouvoir l'utiliser dans un domaine spécifique. Alors, comment on approche un petit peu l'IA générative au sein d'AWS? Parce que bon, je suis solution architect chez AWS, donc je vais quand même vous en parler. La manière dont AWS pense l'IA générative et donc du coup la sécurité, c'est vraiment au niveau de chaque pile. Et je vais expliquer un petit peu succinctement que représentent les différentes couches que vous voyez à l'écran, car nous allons aborder la sécurité à travers ce paradigme-là. Bien à la base de la pile, vous allez retrouver le matériel physique, donc des choses comme le système Nitro, les systèmes Nitro d'AWS, donc qui permettent de fournir de la puissance de calcul virtuelle. Donc c'est une sorte d'hyperviseur réduit au strict minimum. Que AWS utilise pour pouvoir mettre à disposition des capacités de calcul à ses clients. On va retrouver aussi toute la couche des GPU. Chez AWS, vous le savez peut-être déjà, mais nous avons des chips qui sont
construite expressément pour couvrir ces besoins-là à travers Trenium et à travers Inferentia, l'un dédié à l'entraînement des modèles et l'autre dédié aux inférences. Donc, les inférences, pour la petite histoire, c'est une fois qu'on a entraîné le modèle, mis à disposition le modèle et qu'on va lui demander donc éventuellement de générer un output que l'on désire, eh bien, c'est ce qu'on va appeler l'inférence. Et en parlant de sécurité, petit zoom sur la partie Nitro et Amazon SageMaker, pardon, qui est la plateforme pour les data scientists, pour les IML practitioners, et qui va leur permettre de leur offrir un écosystème pour pouvoir donc gérer les workflows de développement de nouveaux algorithmes, les mettre à disposition de manière bout en bout, allant de l'entraînement jusqu'au déploiement en production et dans une plateforme qui est sécurisée. Et je vais faire un petit zoom sur le système Nitro pour expliquer les enjeux de la sécurité et comment chez AWS, ben, en fait, on intègre la sécurité même à nos services. Eh bien, si vous prenez le cas de Nitro, comme je le disais, c'est l'hyperviseur AWS qui permet de mettre à disposition du calcul pour nos clients. Eh bien, il va offrir une sécurité renforcée qui va surveiller et protéger et vérifier en permanence le matériel et les firmwares qui vont exécuter l'instance, la machine virtuelle. Les ressources de virtualisation sont déléguées en fait à un matériel et un logiciel dédié, minimisant ainsi la surface d'attaque et le modèle de sécurité du système Nitro est complètement verrouillé et interdit l'accès administratif en éliminant toute possibilité d'erreur humaine. Donc ça, c'est une innovation que AWS a mis en œuvre sans que personne nous le demande. Et quand on pense hyperviseur, on pense DOM0, on pense accès route, eh bien là, tout simplement, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que bah, on veut que la sécurité soit inhérente à nos services, on veut qu'elle soit inhérente à nos technologies. Et puis, bah, et donc du coup, ce qu'on a essayé de mettre en œuvre avec l'innovation de Nitrosystem, c'est justement de pouvoir garantir et d'enlever entre guillemets l'humain de la chaîne de déploiement et de la chaîne d'automatisation de manière à réduire la probabilité d'erreur. Au niveau intermédiaire, on va disposer des outils pour pouvoir construire des applications à l'aide de ces fameux LLM et ces foundational models. Aujourd'hui, tout cela peut se faire donc là encore au sein d'une plateforme bout en bout qui s'appelle Amazon Bedrock et qui va offrir et ou mettre à disposition des clients AWS plusieurs algorithmes d'IA générative. Et puis au niveau supérieur, on va retrouver des applications qui, elles, vont utiliser donc des services AWS complètement gérés, complètement managés et qui vont donc offrir un service qui est basé sur l'IA générative. On va retrouver Amazon Q et Code Whisperer dont je vous parlais tout à l'heure. Donc pour la partie code, pour la partie par exemple recherche de documents business ou même chatbot interactive. Donc c'est vraiment ou même Amazon Q par exemple pour QuickSight où on va pouvoir construire des dashboards interactifs avec lesquels l'utilisateur peut interagir avec en langage humain en disant bah tiens j'ai un dashboard qui va représenter la liste de mes ventes de voitures l'année dernière, eh bien au sein de, on va pouvoir en fait écrire en langage humain et dire bah, extrais-moi dans ce graphique-là les ventes uniquement en Amérique du Nord. Et puis bah, derrière, ça va automatiquement créer le bon dashboard et le mettre à disposition. Bien, quelles sont les tendances autour de la sécurité pour l'IA générative? Eh bien, en juillet 2023, une étude faite par Ernst Young, donc EY, avait révélé que 88% des directions générales investissent dans l'IA. 71% des PDG prévoyant d'utiliser l'IA pour renforcer les stratégies de fusion-acquisition et de transactions en 2024. Pourtant, au sein de ce même groupe, 65% des directeurs ou des directions générales craignent également les conséquences involontaires de l'intelligence artificielle. De même, une étude d'IBM en octobre 2023 avait rapporté que 47% des RSSI, des directions générales interrogées, estimaient que la sécurité de l'intelligence artificielle constituera un défi au cours de l'année à venir. De plus, 96% des RSSI et des directions affirment que l'adoption de l'IA générative rend probable une violation de leur propre politique de sécurité au sein de leur organisation.
applications sur les 3 prochaines années. La croissance rapide de l'IA générative a contraint les RSSI à adopter une approche plutôt réactive. En effet, une enquête révélant que 75% des entreprises ont mis en place ou envisagent même d'interdire des applications d'IA générative. Donc c'est là, c'est se priver du potentiel, on va dire, économique qui est lié à l'IA générative, mais néanmoins, on va voir comment on peut tacler justement ces challenges-là pour pouvoir révéler tout le potentiel lié à l'IA générative. Et dernière statistique, donc 94% des dirigeants affirment qu'il est important de sécuriser les solutions d'IA avant leur déploiement. Donc, d'où l'importance de penser la sécurité by design, de penser à la sécurité dans les prochaines, dans les premières étapes. Et quand on dit penser à la sécurité, ça ne veut pas dire forcément uniquement d'un point de vue technologique, mais en fait, c'est vraiment rendre les entreprises capables, penser un framework au sein de l'entreprise pour pouvoir faciliter et pour pouvoir accélérer même l'adoption de l'IA générative dans leur organisation. Pourquoi? Parce que on se sera assuré au préalable qu'on a appréhendé la technologie, on a identifié les risques, on a mis en place des politiques pour pouvoir mitiger ces risques, et donc du coup, on a une adoption pardon, qui est en adéquation avec les politiques de la boîte. Euh, la bonne nouvelle, c'est que les risques et les défis de la sécurité de l'IA générative, c'est que ça met en lumière encore une fois la sécurité, notamment la sécurité en termes de confidentialité, de conformité. Une grande partie des risques actuels peut être atténuée par des bonnes pratiques autour de la sécurité qui sont déjà courantes, existantes. Quand on parle de chiffrement de données, quand on parle de liste privilèges, quand on parle d'isolement des ressources ou de filtrage par pare-feu ou l'automatisation des menaces, eh bien, c'est pas des choses nouvelles, c'est des choses qui existent. En plus de ça, on a aujourd'hui un cadre réglementaire qui est déjà existant et qui est en train aussi de s'enrichir de manière spécifique pour l'IA générative, notamment le RGPD en Europe, IPA pour la partie santé aux États-Unis, ou éventuellement PCI DSS pour la partie bancaire. On a aussi les normes ISO telles que 271, les normes liées de nouveaux cadres spécifiques à l'IA émergents comme l'ISO 4201. Donc la bonne nouvelle, c'est que là, c'est que les clients disposent ou les entreprises disposent déjà d'exigences et de cadres et ne sont pas obligés de repartir de zéro. Donc on ne va pas repenser à la sécurité à zéro, on va pouvoir réutiliser des mécanismes existants. Et la perspective stratégie sous laquelle on doit aborder cette sécurisation de l'IA générative, eh bien, cela va intégrer, on va dire, 3 points. L'IA générative, premièrement, l'IA générative, elle va créer des gains économiques et augmenter la productivité. Donc, par conséquent, elle sera profondément intégrée dans l'infrastructure des entreprises et dans leurs applications, à travers les chaînes d'approvisionnement de leurs logiciels bout en bout. Deuxièmement, les applications d'IA générative vont être intégrées à d'autres applications aussi. Par conséquent, les clients ou les entreprises doivent appliquer une approche de sécurité défensive en profondeur et holistique à travers les applications intégrées, les containers, le stockage, les bases de données, l'analytique, l'IoT et tous les services, on va dire, cloud qui vont aller consommer ou qui vont aller interagir avec ces modèles d'application d'IA générative. Et donc, l'IA générative peut, en dernier point, peut influencer les améliorations de sécurité ou de posture de sécurité à l'échelle d'une entreprise. Si on arrive à bien aligner la sécurité et l'IA générative pour aider les entreprises à être plus sécurisées dès la conception et pour améliorer de manière continue la sécurité. Un exemple simple, c'est il y a des préoccupations, par exemple, par rapport à la confidentialité des données qui vont servir à entraîner le modèle, eh bien, cela signifie qu'on peut et qu'une entreprise peut mettre en œuvre des meilleures pratiques de chiffrement, par exemple sur le cloud AWS. Ça va se traduire à travers le service AWS KMS, et cela permet donc à travers l'intégration à plusieurs services au sein d'AWS de mettre en place ce chiffrement et cette protection de données de manière transparente, facile à mettre en œuvre, que ce soit dans S3, RDS, Redshift, donc peu importe les services AWS.
Donc, la sécurité au sein de l'IA générative peut devenir un catalyseur, justement, pour entraîner un mouvement d'amélioration de la posture de sécurité à l'échelle d'une entreprise. Donc, il faut toujours voir le côté optimiste et voir le verre à moitié rempli. Donc, quand on va parler d'IA, de sécurité à l'IA générative, eh bien, on va l'aborder sous trois piliers ou sous trois volets. Donc, on a la sécurité de l'IA générative en tant que telle, c'est-à-dire comment je sécurise mes applications qui, elles, utilisent l'IA générative ou qui produisent de l'IA générative. Donc ça, c'est un premier cas d'usage dans lequel on peut aborder l'angle de la sécurité. Le deuxième pilier, c'est comment éventuellement utiliser l'IA générative pour pouvoir se protéger. Donc, comme je disais, elle offre une opportunité en termes d'amélioration de productivité, mais aussi une opportunité pour pouvoir améliorer sa posture de sécurité, notamment à travers l'automatisation, à travers l'analyse de logs massives, à travers la possibilité donc de mettre en œuvre ces algorithmes au service de la sécurité, notamment dans un environnement cloud. Et enfin, on a la sécurité face aux menaces qui potentiellement peuvent être amenées à être accélérées à travers l'avènement de l'IA générative. On a tout le volet génération de code qui peut éventuellement faciliter cette génération-là. Et bien, dans un cadre malveillant, on peut imaginer des gens qui vont entraîner les algorithmes non pas à générer du bon code, mais plutôt du code offensif, dit offensif, donc qui va permettre de mettre en œuvre des menaces. Eh bien, on va voir comment aussi on peut aborder la sécurité et comment se défendre dans ce cadre-là. Très bien. Euh, et pour parler du tout premier donc cas d'usage et notamment de la sécurité à l'ère de l'IA générative, eh bien, comme je disais, en fait, on part pas de zéro. On a aujourd'hui un cadre et notamment on a un cadre autour de ce qui s'appelle l'IA responsable. Qu'est-ce que l'IA responsable? Eh bien, l'IA responsable, c'est 6 dimensions clés en fait qui vont permettre de définir un cadre d'adoption de l'IA générative au sein d'une entreprise, notamment à travers des principes qui vont régir l'implémentation de l'IA générative au sein d'une entreprise, à travers l'équité, donc comment un système peut impacter des catégories d'utilisateurs, l'explicabilité, donc comment je m'assure que d'avoir mis en place des mécanismes qui me permettent de comprendre le contenu qui est généré par les algorithmes, la robustesse qui permet de mettre en place des mécanismes afin d'assurer qu'un système d'IA, d'intelligence artificielle, fonctionne de manière fiable, toute la partie confidentialité et sécurité, notamment comment protéger les données utilisateurs, comment s'assurer de la confidentialité de ces données-là, comment s'assurer aussi de la qualité des données qui vont servir à entraîner les modèles, parce qu'il n'y a pas de magie dans ce domaine-là. Si j'ai de la mauvaise data, eh bien, je ne peux pas attendre de l'algorithme à ce qu'il me génère de la bonne data, tout simplement. Et puis, tout ce qui est lié à la gouvernance d'entreprise, donc quels sont les processus qu'on va pouvoir définir et mettre en œuvre à l'échelle d'une entreprise pour justement continuellement surveiller et monitorer la mise en œuvre de cette IA générative au sein de l'entreprise. Et enfin, la transparence pour pouvoir communiquer des informations, pour pouvoir assurer que la communication des informations dans les systèmes d'IA, entre les systèmes d'IA et les parties prenantes, peuvent se faire de manière la plus transparente avec des choix qui sont éclairés et de manière à pouvoir comprendre l'impact de ce qu'on va générer au niveau des utilisateurs. On a aussi l'émergence de cadres spécifiques, de cadres spécifiques pour, pardon, je vais aller un peu en vite, voilà, de cadres spécifiques pour l'IA générative. Et bien, dans ce cadre-là, tout le monde connaît les top 10 OASP, donc qui est un modèle de threat modeling pour les applications. Et bien, aujourd'hui, on a le pendant côté LLM ou côté développement
d'IA générative et qui va permettre de mettre en place des contrôles. Donc, je vous ai mis le lien en description. On ne pourra pas aller dans tout le framework, malheureusement, dans le temps imparti, mais je vous laisserai les ressources pour pouvoir explorer plus loin. C'est un framework auquel AWS a aussi contribué et qui va identifier les différents threats, les menaces les plus importantes autour du développement et de l'utilisation de l'IA générative et donner des recommandations en matière de stratégie pour pouvoir éventuellement mitiger ces risques-là. Hop, pardon, est-ce qu'on arrive toujours à voir mon écran? Hop, c'est un blocage. J'espère que c'est bien le cas. Chez AWS, comment on voit la sécurité dans le cadre de l'IA générative? Eh bien, tout simplement, comme je le disais, notre vision, c'est intégrer la sécurité au sein de nos services. De prendre l'IA générative comme opportunité pour éventuellement aussi améliorer le fonctionnement de nos services. Vous avez, donc pour ceux qui connaissent très bien la plateforme AWS, vous avez pu constater par exemple qu'on a intégré des interfaces d'interaction humaine, notamment auprès de nos services de logging et de monitoring, de manière à pouvoir faciliter l'adoption de ces services-là au niveau de certains services de type de détection de menaces comme Guard d'outils, eh bien, on va intégrer l'intelligence artificielle pour pouvoir analyser des pétas et des pétas de données et le cas échéant, pouvoir détecter donc des comportements anormaux et pouvoir alerter de manière proactive. Et de plus en plus, on utilise ces services-là pour automatiser les cycles et automatiser l'intégration entre nos différents services au sein de la plateforme. On a aussi développé chez AWS, et je vous invite à consulter, un framework qu'on appelait un framework de scoping ou de définition de périmètre pour aider nos clients justement à bien appréhender l'IA générative, tout simplement en commençant par définir aujourd'hui dans quel cadre se fait leur utilisation de l'IA générative. Parce que bien évidemment, les menaces ne sont pas les mêmes, donc il est important déjà de comprendre dans quel cadre on utilise l'IA générative et je vous donne un exemple concret. Si j'utilise par exemple Amazon Q, le service AWS, pour consommer un service, par exemple, de recherche dans des documents, eh bien, vous comprenez bien que l'IA générative sous-jacente n'est pas sous mon contrôle. Donc, c'est un service qui est complètement managé, qui m'est mis à disposition et qui va me permettre d'utiliser derrière de l'IA générative, mais sans que je m'en rende compte. Donc là, en fait, la manière dont on va appréhender la sécurité de l'utilisation d'une telle application ne va pas être la même si éventuellement je développe moi-même l'algorithme sous-jacent qui va permettre de faire ces recherches-là et qui va permettre donc d'ingérer ces données-là. Alors pourquoi? Parce que bah, dans le premier cas, ben, je suis responsable essentiellement de la consommation de cet algorithme-là. Donc, à moi de sécuriser l'application ou qui accède à cette application pour pouvoir sécuriser qui accède aux données. Mais néanmoins, dans le deuxième cas, où c'est moi qui développe mon propre algorithme, il faut que je m'assure de la sécurité, bien évidemment, de la donnée, de la qualité de la donnée de l'entraînement, de la sécurité de l'environnement dans lequel je vais faire l'entraînement, m'assurer que seules les personnes autorisés peuvent éventuellement accéder, et ainsi de suite. Donc, l'idée de ce scoping, c'est comprendre son contexte pour pouvoir adapter ses réponses. Et parlons de cas d'usage, donc quand on parle de, par exemple, le cas d'usage de la sécurité de l'IA générative en tant que telle, donc comment sécuriser l'IA générative en tant que telle, eh bien chez AWS, comme je disais, on va avoir donc un certain nombre de services autour bah, tout ce qui est opération ou gestion des opérations au sein du cloud AWS. Alors pourquoi c'est important? Si on repense au premier cas de figure où je développe ou éventuellement j'entraîne les modèles ou je pré-entraîne les modèles, eh bien, ça va être important de pouvoir disposer d'un environnement sécurisé d'un point de vue infrastructure pour pouvoir
consommer ou pour pouvoir mettre en œuvre ces algorithmes-là. On va retrouver tous les services qui sont dédiés à la sécurité et à la compliance, que ce soit la partie Access Management à travers AWS IAM, à travers AWS Identity Center, toute la partie sécurisation des applications, AWS WAF, Shield Advance, la partie gestion des menaces dans Guard d'outils, la partie KMS pour le chiffrement des données, et puis on va avoir dans la top layer, on va avoir les services d'IA générative qui vont permettre donc d'utiliser, de consommer ou de déployer de l'IA générative et pour lesquels on va avoir un certain nombre de contrôles de sécurité. Si je prends un exemple, là, typiquement Amazon Bedrock, eh bien, dans Amazon Bedrock, nous avons fourni ce qu'on appelle des guardrails. Donc, bien évidemment, au sein de Bedrock, vous allez consommer un algorithme qui est mis à disposition à travers de l'API, mais néanmoins, l'algorithme, lui, va avoir ses propres mécanismes, par exemple, de sécurité ou de compliance, mais dans Amazon Bedrock, on va rajouter en fait une feature qui s'appelle les guardrails, qui va permettre de mettre des contrôles supplémentaires sur les données qui sont générées par l'algorithme. On va pouvoir dire typiquement, eh bien, si j'ai de la donnée personnelle qui est générée par l'algorithme, eh bien, je vais effacer cette donnée personnelle de la réponse du modèle. Si j'ai un contenu qui est un peu offensant, qui a été généré par le modèle, eh bien, ça aussi, je vais automatiquement l'enlever du modèle. Donc, c'est ce qu'on appelle des garde-fous. Deuxième cas d'usage, donc c'est comment utiliser l'IA générative pour se protéger. Et c'est là, comme je le disais, bah, par exemple, chez AWS, c'est quelque chose qu'on met déjà en œuvre. Il s'agit là de pouvoir utiliser les capacités, par exemple, de IA générative pour différents cas d'usage autour de la sécurité, que ce soit l'automatisation, la création donc, de runbook et de playbook, notamment dans le cadre de réponse à incident. On peut éventuellement céder de l'IA générative pour pouvoir générer automatiquement ces runbooks ou ces applications de réponse à incidence pour pouvoir approfondir l'analyse des menaces. Donc, je peux donner éventuellement des données, par exemple, de log, des données de monitoring, d'audit à mon algorithme, lui permettre d'apprendre et éventuellement lui indiquer ou lui demander d'indiquer, par exemple, des comportements suspicieux, pouvoir lui demander de m'aider à investiguer un domaine en particulier. Donc, c'est là vraiment une opportunité pour les professionnels de la sécurité de se muscler ou d'avoir un compagnon, on va dire, qui va les aider dans leur journée autour de la sécurité. Donc, un exemple concret, bah, vous allez avoir au sein d'AWS des services comme Amazon Massey pour la détection pour la détection pardon, de données personnelles dans votre environnement AWS, couplé avec Amazon Inspector qui va permettre de détecter des vulnérabilités, de Guard d'outils qui va permettre de détecter des menaces et Amazon Detective qui va permettre d'investiguer. Donc, tous ces services-là aujourd'hui sont on a mis on met en œuvre de l'intelligence artificielle de manière à pouvoir accélérer et de manière à pouvoir à l'échelle renforcer la posture de sécurité de nos clients. IAM Access Analyzer, lui, est un autre exemple dans l'analyse, par exemple, de vos politiques d'accès, de gestion d'accès au sein d'AWS. Et Code Whisperer, Code Guru, sécurité, donc, ils vont permettre de analyser votre code et de éventuellement surligner des risques de sécurité, l'utilisation d'une librairie vulnérable, l'utilisation ou le développement, le codage d'une fonction de manière qui puisse éventuellement exposer la data, le fait qu'on ne valide pas, par exemple, au sein d'une API, la donnée qui est reçue. Bref, tous les contrôles de sécurité ou tous les faiblesses de sécurité qui peuvent éventuellement apparaître dans votre code avant même sa mise en œuvre en production. Et enfin, dernier cas, la sécurité face aux menaces de l'IA générative. Eh bien, j'ai envie de dire, c'est là, chez AWS, encore une fois, on essaie si je puis me permettre l'expression, c'est traiter le mal par le mal. C'est-à-dire, comme je le disais, bah,
utiliser l'opportunité qui est offerte par l'IA générative pour accélérer justement la possibilité de détection de nouvelles menaces et la possibilité de réponse à ces nouvelles menaces. Et c'est exactement ce qui est mis en œuvre à travers les services AWS où on va avoir donc un certain nombre de services, certains que j'ai déjà mentionnés, GuardDuty, Massy ou encore Inspector, qui vont permettre de centraliser toutes les alertes de sécurité au sein de Security Hub. Et puis derrière, une fois qu'on a les sécurités, vous avez aujourd'hui des services comme Amazon Security Lake ou Amazon Detective qui vont permettre et qui vont utiliser l'IA générative pour permettre justement d'investiguer très rapidement ces incidents de sécurité. Voilà, je crois qu'on atteint et que je suis à peu près dans les temps, la fin de cette session. Je vais vous laisser avec quelques ressources pour pouvoir aller un peu plus loin que cette session. On a vu beaucoup de concepts que j'ai essayé de présenter un petit peu au haut niveau, mais néanmoins chacun est extrêmement passionnant et il y aurait une session à faire sur, j'ai envie de dire, chacun des domaines. Mais néanmoins, cette présentation se voulait un peu une introduction générale. Ravi et peut-être que l'occasion s'en trouvera dans le futur de faire une session un peu plus en profondeur sur un des domaines. Mais chez AWS, voilà, comme je le disais, nous essayons de voir justement euh, l'IA déjà comme une opportunité en termes de sécurité et de pouvoir couvrir la sécurité à travers toute la journée, on va dire, chez AWS, que ce soit donc de la construction de la posture de sécurité, l'assessment de cette posture de sécurité, le fait de pouvoir donc utiliser la sécurité tout en confiance et puis pouvoir transformer au fur et à mesure en automatisant un maximum et en utilisant l'IA et notamment l'IA générative comme opportunité pour justement amener cette automatisation pour essayer de déduire l'impact humain. Et quand je dis déduire l'impact humain, attention, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus d'ingénieurs sécurité, on aura même besoin de plus d'ingénieurs de sécurité. Donc rassurez-vous, ce domaine-là est toujours propice. C'est enlever le facteur humain, on va dire, de la boucle. Pourquoi? Parce que plus on automatise, plus on améliore la posture de sécurité, puisque le premier volet, on va dire, de vulnérabilité ou d'exposition est l'erreur humaine. Et on est tous humains, des erreurs, on en fait tous. Donc le plus on automatise, le moins on est sujet à ces erreurs-là. Mais néanmoins, cette automatisation, et c'est là le dernier volet à travers l'optimisation, il n'est pas magique, il ne vient pas dès le premier jour, c'est quelque chose qui se construit à travers le temps, et c'est parfaitement OK de démarrer en exploitant des cas d'usage bien spécifiques dans lesquels on peut, et on utilise déjà l'IA générative, et puis de généraliser au fur et à mesure vers de nouveaux cas d'usage. Et personnellement, je serais impatient si vous avez cette ambition ou si vous construisez quelque chose dans le domaine. Je serais plus que ravi d'écouter vos cas d'usage et éventuellement de voir comment aider. Donc là, vous aurez la présentation qui sera transmise à la fin de l'événement. Donc, je vous enverrai tous ces liens. C'est pas la peine de prendre des copies d'écran et vous pourrez accéder à l'ensemble de ces liens. Et il me reste à vous remercier. Merci à vous, Jamel. Il nous reste quelques minutes, donc on peut prendre quelques questions Bien sur le sûr. chat avant de clôturer. Alors, j'ai juste un blocage au niveau de mon écran, donc, enfin mon second écran. Donc, juste, je verrai pas forcément le chat. Je sais pas, Sulaiman, si tu peux éventuellement m'énoncer les questions. Oui. Ok, donc la première question, quels sont les principes éthiques et les lignes directrices recommandées pour l'utilisation responsable de l'IA générative en matière de sécurité? C'est une très très Donc, bonne question. C'est une très très bonne question. Et en matière d'éthique, alors, ça va sembler peut-être un peu bateau, mais c'est tellement vrai. Et ça, je l'ai vu à travers les grandes entreprises avec lesquelles je travaille. Le premier principe, j'ai envie de dire, il est lié en fait à la culture de l'entreprise en tant que telle. C'est-à-dire, on va se demander en fait
quelles sont les valeurs mêmes de l'entreprise. D'accord? Quelles sont les valeurs mêmes de l'entreprise en matière d'éthique et en matière de conformité? La seule chose qui peut éventuellement influencer, c'est le cadre réglementaire et la conformité. Donc, en fonction de l'industrie dans laquelle l'entreprise opère, on va évaluer et on va regarder un petit peu ce cadre réglementaire et on va voir ce qu'il va nous dire par rapport à l'IA générative. Néanmoins, rien de révolutionnaire, comme je le disais. En fait, on va retrouver exactement les mêmes principes qui vont guider. Mais sur un plan éthique, le framework que j'ai énoncé dans ce slide-là, pardon, en fait, il est générique et puissant à la fois. Pourquoi générique? Parce que bah, c'est des principes qui sont généraux et puissants parce que bah, typiquement, ce qu'on a fait, et ce qu'on a fait, par exemple, ce que j'ai fait avec un de mes collègues chez un de nos clients, c'est vraiment prendre un petit peu ce cadre-là et en fait implémenter. Donc, quand on parle d'équité, ok, c'est quoi la culture de l'entreprise? Comment en fait, quelle est l'appétence au risque de l'entreprise? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? C'est que éventuellement l'algorithme induise en erreur mon client. Si on parle par exemple d'une application d'investissement sur les marchés financiers, par exemple, bah, en fait, c'est induire en erreur le client parce qu'éventuellement, ça peut amener à de la perte de l'argent. Si c'est un domaine où bah, globalement, c'est un chatbot qui permet d'interroger globalement un processus et le cas échéant de contacter un expert, un processus, ça peut être lié par exemple à l'ouverture d'un compte bancaire. S'il y a des erreurs ou si il y a des erreurs assez minimes, bah, on peut se permettre une certaine marge d'erreur. Donc, vous voyez, il est important de comprendre l'appétence au risque de l'organisation, la culture de l'organisation, hein, et en dernier, le cadre réglementaire qui est souvent lié à l'industrie dans laquelle cette entreprise-là opère. J'espère que cela répond un petit peu à la question. Merci beaucoup, Jamel. Une autre question de l'Upphysique de Conakry. Comment Mhm. vérifier la fiabilité des informations générées par les IA génératives? C'est là encore une très très bonne question. Alors, plusieurs possibilités. Donc, il y a déjà, et c'est ce dont je parlais, par exemple, dans Amazon Bedrock. Il y a la notion en fait de garde-fou, de guardrail, qui peuvent être mises en place. Donc ça, c'est un peu en aval, hein. Donc là, on a l'algorithme qui est là, qui génère du contenu. Donc c'est un contrôle de sécurité supplémentaire qui va permettre de prendre l'output, de comprendre le contenu généré par le modèle d'IA générative et de pouvoir éventuellement y appliquer des contrôles de sécurité. Type, je ne veux pas de contenu offensant. Je ne veux pas de données personnelles dans le contenu qui est généré. Je ne veux pas éventuellement de données bancaires dans le contenu qui est généré. Donc, après même que l'algorithme soit mis en œuvre et génère du contenu, on a la possibilité de mettre en place ces garde-fous. Maintenant, au sein de l'algorithme même, on peut avoir donc soit une combinaison ou une combinaison de contrôle au sein même pendant la phase d'entraînement de l'algorithme pour dire bah, je ne veux pas ce type de contenu ou je ne veux pas ce type d'output généré. Et dernier volet, et en fait, et c'est là aussi une clé, c'est la donnée tout simplement. C'est la donnée qui est utilisée pour entraîner les modèles. Si la donnée initialement utilisée pour entraîner les modèles est de mauvaise qualité, on ne peut pas en espérer de bons outputs. Mais néanmoins, pourquoi je parle de guardrail et de garde-fou, c'est que quand on parle d'IA générative, à moins que vous soyez une entreprise bien spécialisée, vous allez faire essentiellement deux choses. Vous allez soit utiliser un algorithme existant qui soit le plus pertinent pour votre cas d'usage et tel quel pour un usage général, soit éventuellement personnaliser cet algorithme-là dans le cadre de votre business. Donc, vous allez augmenter, on va dire, cet algorithme-là avec vos propres données domaine business pour que l'agent ne soit pas ou pour que l'algorithme ne soit pas générique mais spécifique à votre domaine. Donc déjà ça va permettre de recentrer, on va dire, la donnée qui est cherchée et puis ben, derrière, au niveau de la consommation, de l'utilisation donc de cet algorithme-là, on met en place des garde-fous et on peut éventuellement aussi en mettre au niveau de l'application finale qui va aller consommer ce contenu qui est généré. Et Jamel, une autre question. Mhm. Comment intégrer l'IA dans la sécurité des applications web? Existe-t-il des API? Alors,
Intégrer la sécurité dans les applications web. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc là pour le coup, je parle par exemple des services AWS. Bah, typiquement, si vous prenez Amazon Detective, qui est notre service d'investigation, par exemple, des incidents de sécurité, ou vous, c'est même si vous prenez par exemple Guard d'outils, qui est notre service de détection des menaces, en fait, l'IA est déjà intégrée pour vous. Elle est déjà intégrée pour vous. Vous allez juste consommer l'API en fait du service en question et toute la partie IA, c'est nous qui allons entraîner le modèle, c'est nous qui allons donc avec toutes les données que l'on a à disposition. Amazon, à l'échelle de AWS, on a par jour des millions de tentatives entre guillemets d'attaques et c'est là l'opportunité, on va dire, d'utilisation du cloud, c'est que bah, vous bénéficiez de cette infrastructure globale, vous bénéficiez de ce savoir-faire et vous avez des services de sécurité qui sont à l'échelle même de l'API. Donc, Amazon Guard vous le consommez en API, même pas en API, vous le consommez en un clic dans la console. Et puis, bah, derrière, il va vous générer automatiquement ces alertes-là. S'il s'agit de mettre en place des règles WAF, bah, là, on peut éventuellement imaginer utiliser, par exemple, des algorithmes qui vont permettre de créer des politiques de sécurité ou de créer des politiques de gestion d'accès. Donc, c'est là aussi un cas d'usage très intéressant de l'utilisation de l'IA générative. Et au sein d'AWS, vous pouvez avoir un environnement bac à sable avec des algorithmes d'IA générative, comme je le disais, très rapidement avec Amazon Bedrock, qui vous met à disposition plus des algorithmes fournis par plus de 8 fournisseurs, donc Amazon compris, mais pas que. Donc, comme je disais, on a d'autres partenaires. Merci. Une question de Cheikh Tidiane Thiam. Comment les entreprises peuvent-elles tirer parti de l'IA générative pour renforcer leur cybersécurité tout en maîtrisant les risques potentiels? Bon, je pense que vous avez un peu répondu à ça via les autres questions. Tout à fait, mais vraiment juste pour highlighter cette partie-là, en fait, c'est vraiment, enfin, donc soit à travers la consommation des services de sécurité qui, eux, utilisent des IA génératives, mais au sein même, donc là, bah, par exemple, j'avais fait un prototype au sein d'une entreprise en utilisant, par exemple, leur log de sécurité et on avait très rapidement pu développer un petit chatbot d'investigation qui permettait, en fait, d'interroger les logs de sécurité et de trouver les bonnes informations. Donc c'est un cas d'usage, mais c'est un cas d'usage parmi tant d'autres. Les possibilités de mise en œuvre, j'ai envie de dire, la limite, c'est notre imagination, je pense. Il y en a plein. Il y en a pour certains où ça ne sera pas pertinent, mais on a aujourd'hui déjà plein de cas d'usage pour lesquels c'est déjà pertinent, notamment quand il y a un gros volume de données et notamment quand il y a justement un besoin de tout simplement sécuriser, d'automatiser. Merci. Une question de Mohamed Hassimi. Quelles Mhm. solutions ou mécanismes de sécurité peuvent être mis en place pour empêcher l'IA générative de produire des contenus malveillants ou trompeurs? Alors, il y a deux volets, je pense, dans cette question-là. Bon, je vais revenir sur les garde-fous. Les guardrails, c'est le mécanisme, on va dire, c'est un des meilleurs mécanismes aujourd'hui pour pouvoir justement mitiger ou pour pouvoir contrôler un petit peu ce qui est créé par ce contenu-là. Bon, derrière, à savoir que les mécanismes ou la technologie des guardrails peut elle-même utiliser de l'IA générative pour pouvoir détecter ces contenus offensants et pour pouvoir évaluer on va dire, le sentiment d'un contenu et automatiquement dire, bah, en fait, ce contenu-là, je ne l'expose pas. Euh, il y a aussi un autre phénomène, donc qui est celui, par exemple, des hallucinations. Et pour les hallucinations, si vous consommez, ben, vous pouvez très bien en fait faire du pré-entraînement, par exemple, avant mise en œuvre de votre algorithme, avoir maîtrisé déjà le canal d'entrée. Donc, quel est le cas d'usage que vous souhaitez régler? Est-ce que vous souhaitez vraiment un chatbot qui soit générique ou vous souhaitez un chatbot alors, je parle de chatbot, mais ça peut être tout autre chose, hein. Je prends juste l'exemple du chatbot comme exemple d'implémentation parce que je pense ça peut parler un peu plus aux gens, en faisant du list privilège, en disant si le scope de mon chatbot est dans ce domaine business, eh bien je veux autoriser uniquement des questions dans ce domaine-là. Donc là, déjà, je contrôle l'input, je mets en place des contrôles au niveau de l'input, ce que va recevoir mon algorithme, et puis ben, derrière, comme je disais, des contrôles au niveau aussi de l'output, en mettant en place des guardrails, en disant, ben, en fait, si
par malheur, j'ai quelqu'un qui passe entre les maillons du filet, ou si l'algorithme me génère de l'information qui soit erronée, eh bien, je peux éventuellement contrôler cela. Et dernier volet sur les hallucinations, maintenant de plus en plus, et on le voit au niveau des algorithmes des nouvelles générations ou des dernières générations des algorithmes, c'est de pouvoir donner les références. C'est-à-dire qu'on va demander à l'algorithme, quand il génère une réponse, de me dire sur quelle référence éventuellement il s'est basé pour pouvoir produire cette référence, de manière à ce que non seulement je donne une réponse à l'utilisateur final, mais en plus je suis en mesure de lui donner les liens ou aller regarder ou aller vérifier l'information. Donc c'est important aussi d'éduquer les utilisateurs à aller vérifier cette information et de mettre ça en œuvre au niveau des algorithmes. C'est-à-dire, je produis du contenu, mais je donne aussi la référence de la donnée qui m'a aidé éventuellement à produire ce contenu-là. Si une dernière question de Tchemo Ouais. Komeite. Quelles sont Mhm. les limitations actuelles des modèles d'IA générative et quelles recherches sont en cours pour les surmonter? Notre imagination. Aujourd'hui, les limites, il y a jamais eu, enfin, aujourd'hui, les limites, on va pas concrètement, c'est les coûts en fait. Aujourd'hui, l'essentiel des limites, c'est les coûts. L'IA générative, en fait, euh, c'est pas nouveau pour les gens qui sont dans le domaine et pour les gens qui sont spécialisés. Donc moi-même, bah, j'ai démarré mes recherches sur l'IA vraiment à mes études universitaires il y a de cela 12 ans. Et ce n'est pas nouveau en fait. Ce n'est pas nouveau. Aujourd'hui, ce qui a changé fondamentalement, c'est la loi de Moore. C'est en fait la capacité de puissance de calcul qui est mise à disposition de manière économique. Je m'explique, c'est-à-dire que ces capacités-là aujourd'hui existaient, on ne pouvait pas l'explorer bout en bout et on ne pouvait surtout pas les mettre en œuvre dans l'industrie. Pourquoi? Parce que le coût était prohibitif, parce que le coût du calcul sous-jacent pour pouvoir entraîner ces modèles-là était prohibitif. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Et demain, ça sera de moins en moins le cas. Donc en termes d'avancée, alors peut-être je suis biaisé un petit peu, parce que moi je regarde l'onglet de IA générative beaucoup à travers, on va dire, les lunettes de sécurité. Mais personnellement, à titre personnel, un des domaines qui me passionne le plus, c'est par exemple la réduction de ce qu'on appelle les hallucinations. Donc c'est ce qui a été, c'est ce qui était un peu l'objet de la précédente question, c'est-à-dire l'algorithme, il va générer du contenu de manière probabilistique, en fait. Et pour une même question, vous pouvez avoir potentiellement un même algorithme qui va vous donner deux réponses différentes, d'accord? Ce qu'on appelle les hallucinations, c'est des informations, c'est un contenu qui est généré, qui est faux, mais qui a un vraisemblable de vrai. C'est-à-dire, on va lui dire, donne-moi la librairie JavaScript qui va permettre de faire du Chewbacca. Donc, Chewbacca n'existe pas. Eh bien, il va m'inventer une librairie. Il me dit, voilà la librairie JavaScript pour faire du Chewbacca. Or, Chewbacca n'existe pas. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle les hallucinations. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille pour le réduire. Comme je disais, maintenant, on peut rajouter le fait de rajouter la référence dans la réponse, mais il y a de vrais travaux de recherche aujourd'hui pour, de manière inhérente dans l'algorithme, réduire ces hallucinations-là. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation active et vos questions très pertinentes. Nous espérons que cette session vous a apporté des éclaircissements et des outils utiles pour renforcer la sécurité de vos projets. Un grand merci également à Jamel pour sa Bah, belle et merci à vous. enrichissante présentation. Donc, Jamel, je Merci à vous vous. laisse le mot de la fin. Bah, merci à vous, merci de m'avoir invité, c'est un réel plaisir. Et puis, bah, j'espère que cela n'est que le début pour moi. Enfin, aujourd'hui, l'Afrique est un potentiel énorme et peut-être même vous êtes autour du monde, pas uniquement en Afrique. On a un potentiel énorme et j'ai envie de dire, on est juste au début. De la révolution. Et aujourd'hui, il y a une vraie opportunité de prendre part à cette révolution-là. Donc moi personnellement, je m'y intéresse sous l'angle de la sécurité, mais il y a énormément d'autres opportunités. Donc un grand merci pour cet événement, un grand merci à toi Souleymane d'avoir été mon host aujourd'hui. Et puis bah, j'espère à très bientôt. N'hésitez pas, vous avez mon contact et n'hésitez pas aussi à interagir par LinkedIn dès que je peux. Je vous réponds avec grand plaisir. Merci de m'avoir eu.